En 1918, les soins de santé n'étaient pas ce qu'ils sont de nos jours. La grippe espagnole avait alors fait le tour de la Terre et tué plus de 50 millions de personnes. À l'époque, la plupart des médecins travaillaient à leur compte, ou ils étaient soutenus par l'Église ou des œuvres de charité. Les pauvres et la classe ouvrière n'avaient que peu ou pas d'accès aux soins de santé. Ce qui n'était pas le cas des classes privilégiées qui l'avaient, comme plusieurs de la classe supérieure. En ce qui les concernait, si les classes inférieures devenaient malades et mouraient de la grippe espagnole, c'est qu'elles le méritaient bien. Mais, à dire vrai, si les classes inférieures ont été aussi durement touchées par la maladie, c'est à cause de la promiscuité, des longues heures de travail et de leur alimentation déficiente. Lorsque les 3 vagues de grippe espagnole ont déferlé en 1918 et 19, il n'y eut aucune discrimination. Certes, les moins bien nantis ont beaucoup souffert, mais les classes supérieures n'ont pas été épargnées. À la suite de cette catastrophe dévastatrice, les autorités sanitaires du monde industrialisé se sont rendues compte qu'un individu, peu importe son statut, ne pouvait pas être tenu responsable d'avoir attrapé une maladie infectieuse. Fort de cette conclusion et de la reconnaissance de l'épidémiologie comme science qui étudie les causes, les effets et les profils de la maladie, les pays ont entrepris de créer ou de réviser leur ministère de la Santé dans les années 20. Le ministère de la Santé du Canada, créé en 1919, découle directement de l'épidémie de grippe espagnole. Son premier ministre de la Santé a été Newton Wesley Rowell. Cette révolution de la santé publique qui a balayé la planète a entraîné la création d'un bureau international pour lutter contre les pandémies en 1919, à Vienne, en Autriche, le précurseur de l'Organisation mondiale de la santé actuelle.